Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment rendre la philo un petit peu plus attrayante qu'elle en a l'air? C'est justement la question que s'est posée un prof influenceur dont on découvre le portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Alexandra De Villers qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui? Des études de médecine. Eh bien, on voit ça dans un instant. Mais d'abord, une pépite française pour faciliter le suivi par les parents de la scolarité de leurs enfants. Elle révolutionne aussi la communication entre parents et professeurs, convaincus que ces échanges sont la clé pour la réussite scolaire de leurs enfants. Ça s'appelle Toute mon année et on est aujourd'hui avec notre invitée Juliette Roman. Bonjour Juliette. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chargée des relations avec la communauté éducative de Toute mon année. Toute mon année, on en parle dans un instant, juste après le focus. Et c'est parti de bon matin pour un peu de philosophie. Professeur au lycée Jean Moulin de Forbach, Rémi Roth a trouvé la solution pour intéresser ses élèves à ses cours, distiller le programme dans des vidéos TikTok et c'est allé bien plus loin que sa salle de classe puisque plus de 5000 personnes se sont abonnées à son compte, baptisé l'Antique 399. On regarde ça tout de suite. J'aimerais évoquer avec vous, tout simplement, la fonction de la philosophie. On demande souvent à quoi ça sert. Mieux qu'une simple fiche de lecture, il y a les vidéos de Rémi Roth, plus connu sur TikTok sous le nom de l'Antique 399. Le professeur de philosophie du lycée Jean Moulin de Forbach a plus de 5000 abonnés. C'est à la bibliothèque de Nancy qu'il a tourné certaines de ses vidéos dans lesquelles il rappelle les éléments essentiels du programme. Même si Freud n'existe pas, les thèses de Freud, notamment relatives aux rêves, sont déjà présentes en partie chez Platon. En 2022, ces cours ont tapé dans l'œil de M6. Après avoir réalisé un reportage sur lui, la chaîne l'a choisi pour relever le défi de répondre en 1 minute à un sujet du bac. Au fil de ces vidéos, les élèves ont appris à mieux connaître ce professeur TikToker. Rémi Roth a la philo chevillée au corps. Même ses tatouages ont un sens philosophique. J'ai un certain nombre de tatouages qui représentent des éléments de la nature. Le principal, le premier que j'ai fait, est un bâton d'Asclépios. C'est un symbole mythologique grec, une fois de plus. Asclépios, c'est le dieu de la santé, de la médecine. Vous avez peut-être déjà vu cet élément sur les pharmacies, par exemple. C'est le symbole de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai voulu rajouter des feuilles d'olivier à ce tatouage pour évoquer une fois de plus la Grèce antique. Le deuxième, cette coupe avec ses feuilles, il s'agit une fois de plus d'une référence à la philosophie, un événement très marquant, la mort de Socrate. C'est notamment pour ça que le pseudonyme est l'Antique 399, 399 étant la date du procès et de la mort de Socrate. Avec sourire, Rémi Roth répond aux sempiternelles questions philosophiques du genre « Qu'est-ce que l'art ?» Mais je ne sais pas quoi dire. Étant donné que l'art est quelque chose de subjectif, tout peut être art. Avant de se quitter, l'Antique 399 laisse un dernier conseil à tous ceux qui préparent le baccalauréat. Il ne faut pas prendre l'épreuve de philosophie comme quelque chose d'extérieur à soi, mais comme un défi que l'on se donne à soi-même. L'ultime conseil que je peux vous donner pour le jour du bac, c'est de vous faire plaisir, on le verra avec la notion de bonheur, mais également de prendre la question comme si elle vous concernait. Avec toutemonannée.com, l'entreprise des images et des mots souhaite faciliter le quotidien des enseignants des écoles primaires. Partie à la base d'une simple idée de blog il y a moins de 10 ans, la plateforme numérique en ligne est aujourd'hui adoptée dans plus de 50 000 établissements scolaires. On va en parler dans la première partie du talk. 50 000 classes, évidemment, pas 50 000 établissements scolaires. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler, Juliette Roman, la chargée des relations avec la communauté éducative de Toute mon année. Juliette, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les prémices de toutemonannée.com? Comment vous en avez eu l'idée au sein de l'entreprise? Alors bien sûr, à la base, Toute mon année a été créée par 3 parents d'élèves, en fait, qui se sont demandé... il n'y avait pas vraiment d'outils, en fait, de communication. Il y avait le cahier de liaison traditionnel, papier, qu'on connaît tous. Mais il n'y avait pas vraiment d'outils au quotidien pour montrer un petit peu les projets de la classe, valoriser les progrès des enfants, etc. Et donc, ils se sont demandé comment mettre sur pied une plateforme assez simple d'utilisation. Et c'est comme ça qu'est née la toute première version de Toute mon année en 2014. Et qu'au fur et à mesure, ça a été d'une part un engouement auprès des enseignants du premier degré. Et puis, ils se sont vraiment
rapprocher des enseignants pour comprendre les besoins du terrain et pour agrémenter à cet outil de nouvelles briques et notamment faire en sorte que l'élève puisse avoir un vrai rôle sur cette interface et donc de créer une interface élève en plus de l'interface parent. Alors, vous l'avez dit, le premier site né il y a à peu près 10 ans, mis en ligne pour l'école Saint-Joseph des Bains-sur-Oust. Ça s'appelait ondonnedesnouvelles.com à l'époque. Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver donc à l'époque? Alors, au tout début, vraiment, comme vous l'avez dit, effectivement, la plateforme s'appelait On donne des nouvelles. Et comme son nom l'indique, eh bien, la plateforme consistait à donner des nouvelles pendant les classes de découverte. Il n'y avait pas d'outils, comme je disais, simples d'utilisation. Il y avait ces numéros surtaxés que les parents pouvaient appeler pour avoir des nouvelles pendant le séjour. C'est vrai. Et donc, du coup, ils ont mis ce blog en place où c'était vraiment seulement un blog très simple d'utilisation sur lequel l'enseignant pouvait publier des photos des élèves et les élèves et l'enseignant pouvaient également écrire des textes sur ce blog. Alors, les années ont passé. Maintenant, ça s'appelle toutemonannée.com. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Toute Mon Année? On peut trouver plein de choses. Plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez dit, les élèves peuvent aussi participer. Ils ont un compte, c'est ça, sur Exactement. la Les plateforme. élèves ont un code d'accès. Alors, plutôt, puisque Toute Mon Année s'adresse vraiment au premier degré, de la petite section au CM2, et pour ce qu'on appelle le cycle 3, donc les plus grandes classes du premier degré, les élèves, effectivement, peuvent avoir accès à l'interface élève. Qu'est-ce qu'on y trouve? En fait, des outils très simples d'utilisation pour l'enseignant, mais aussi pour les parents et pour les élèves. Ça, c'est très important. On y trouve donc l'outil d'origine, qui était le blog, mais ensuite le cahier de texte, un agenda aussi, une médiathèque pour stocker énormément de ressources et les rendre disponibles pour les familles et les élèves, et un cahier de liaison sur lequel l'enseignant peut effectivement déposer des messages, demander une signature, joindre tout type de documents. Et en fin d'année, si l'enseignant le souhaite, il peut mettre en page un livre photo souvenir de la vie du groupe, de la classe, et le proposer aux parents d'élèves au format papier. Est-ce qu'une plateforme comme la vôtre ne signe pas aussi quelque part l'arrêt de mort de ces cahiers de liaison, cahiers de texte, etc. Alors, l'arrêt de mort, c'est un bien grand mot peut-être, mais c'est vrai que le cahier de liaison, en tout cas pour avoir été enseignante, je sais que c'est un temps quand même de perdu pour l'enseignant. Je pense notamment en maternelle où les élèves sont peut-être un peu moins autonomes, de récupérer tous ces cahiers de liaison, de noter effectivement, de pointer qui a vu le message, qui a signé, peut-être faire des relances et donc remettre à nouveau le cahier de correspondance aux familles, courir après les cahiers de correspondance qui ne seraient pas revenus à l'école. Donc finalement, c'est plutôt un gain de temps que d'utiliser, à notre sens en tout cas, le cahier de liaison au format numérique. Alors, il y en a une autre qui était enseignante dans une autre vie, c'est Alexandra, notre chroniqueuse du jour. Vous avez connu les deux, les cahiers de liaison et les plateformes numériques aussi. Qu'est-ce que vous préférez déjà? Et puis, est-ce que c'est pas venu aussi à l'époque avec quelques réticences? Bien sûr. Alors, moi, j'ai trouvé ça révolutionnaire. C'est vrai. Ben oui, que tout soit numérisé. En tant qu'enseignant, c'est vraiment tellement plus facile, le digital. Comme vous le disiez, on perd pas de temps. On peut remplir à la maison notre cahier de texte. Enfin, c'est merveilleux. Et puis... oui, beaucoup de réticences. Alors, j'espère que les choses ont évolué. J'ai quitté l'éducation nationale il y a quelques années maintenant, mais je me rappelle que pour beaucoup de professeurs, c'était très compliqué de passer vraiment à quelque chose de digital. Et puis, en tant que maman aussi, parce que j'ai la double casquette, alors ça, c'est merveilleux. En tant que maman, d'avoir tout sur Internet, ça change la vie. On ne court pas après le travail, on sait exactement ce que l'enfant a à faire. C'est merveilleux. On peut communiquer avec la maîtresse très facilement. Et ben voilà, une plateforme comme la vôtre, c'est une plateforme gratuite, toutemonannée.com. Alors moi, je me demande comment vous faites pour vivre, parce que vous êtes nombreux chez Toute Mon Année. Comment ça se passe? Quel est votre business model? Alors, on est une petite équipe, on est une dizaine seulement chez Toute Mon Année. Mais effectivement, c'était important pour nous de mettre en place un outil complètement gratuit, parce qu'on sait que les enseignants courent après les financements, etc., et que ça puisse être utilisé par chaque enseignant qui le souhaiterait. Et donc, effectivement,
effectivement, on a un modèle économique, il faut bien qu'on fasse fonctionner la plateforme. Et il y a ce livre photo dont je vous parlais, qui est un véritable outil pédagogique pour la classe, un véritable cahier de vie, qui relate en fait tous les projets qui ont été menés au cours de l'année et toute la vie du groupe. Et donc, c'est l'enseignant qui est aux manettes de ce livre photo qui peut décider de le mettre en page ou non. Et s'il souhaite le mettre en page, il peut, en fin d'année scolaire, le proposer aux familles au format papier. Et nous nous occupons de l'impression. Et c'est un livre photo made in France aussi. Exactement. Eh bien, ça change tout. Bon. La pandémie de Covid-19 a contraint, vous le savez, les gouvernements dans de nombreux pays à fermer les écoles, poursuivre aussi les enseignements à distance. Qu'est-ce que cela a changé pour toute mon année? Est-ce que vous avez vu une explosion du nombre d'utilisations de votre plateforme? Est-ce que vous êtes imposé quelque part comme le moyen de communication entre les familles et les enseignants? Bien sûr, ça a été, je crois, un accélérateur pour tous les acteurs finalement du milieu. Nous, effectivement, dès l'allocution du président de la République, on a observé le soir même une explosion des connexions. Les serveurs ont chauffé. Exactement, les serveurs ont chauffé, mais on a tenu la route. On a beaucoup, ça a été une période très intense pour nous. Et on remarque que tous les enseignants, effectivement, qui ont utilisé la plateforme et qui se sont mis finalement, ça a été un marchepied aussi assez intéressant à ce moment-là, pour des enseignants qui étaient peut-être un petit peu réticents et qui ont fait sauter le pas à ce moment-là. Eh bien, ces enseignants restent et continuent à utiliser la plateforme. Donc, c'est effectivement pour nous assez gratifiant de voir que finalement, ils ont été conquis par l'outil. Donc vous diriez que le Covid-19, la pandémie, a changé les mentalités sur le numérique à l'école? Je ne sais pas si elles ont changé les mentalités, elles ont en tout cas permis une accélération des pratiques et effectivement que certains enseignants peut-être sautent le pas un peu plus rapidement qu'ils l'auraient fait s'il n'y avait pas eu la pandémie, peut-être. Quand on parle de numérique à l'école aussi, Jeanne, on parle évidemment des données. Vous en récoltez, j'imagine, de nombreuses concernant des enfants notamment. Qu'est-ce que vous en faites de ces données ? Alors nous, on est de toute façon très transparent par rapport au règlement à la protection des données. Et donc on héberge toutes nos données en France, chez OVH, dans le nord de la France. C'est important. Exactement. On ne vend aucune donnée, on ne loue aucune donnée. De toute façon, on travaille en relation très étroite avec l'éducation nationale. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec nos données. Et on respectait, je dirais, les termes du RGPD bien avant que le RGPD existe, puisque toute mon année existe depuis 2014 et qu'on héberge nos données en France depuis 2014. Toute mon année rend bien des services aussi, Juliette, aux familles, aux membres de la communauté éducative, en faisant de l'immédiateté la norme. Avant, effectivement, Alexandra, vous en parliez aussi, avant on avait un cahier de liaison. Le temps était peut-être un peu plus long sur la communication entre les parents et les enseignants. Là, on est dans l'immédiat. Est-ce que votre outil change aussi, quelque part, les métiers en profondeur, ainsi que les relations entre les parents, les élèves et les enseignants ? Alors effectivement, le fait d'être dans l'immédiateté a des avantages et des inconvénients. Je pense aux premiers avantages. Je pense on parlait de la pandémie là, il y a quelques instants. Je pense notamment aux fermetures d'écoles. Eh bien, quand on doit un directeur d'école qui doit communiquer rapidement, efficacement avec les familles de l'école, eh bien, toute mon année, effectivement, dans ce cas-là, se veut un outil très efficace et très utile. D'autre part, certains enseignants peuvent peut-être être réticents par rapport au fait que prendre des photos dans la classe au fur et à mesure de la journée et puis les publier sur l'outil de blog de la classe, finalement va créer une certaine demande de la part des familles, ce qu'on comprend effectivement. Donc voilà, c'est un juste milieu entre les situations qui nécessitent d'avoir une communication efficace et immédiate et puis finalement, il ne faut pas oublier l'aspect pédagogique aussi de l'outil et garder un petit peu en ligne de mire cet aspect-là. C'est très vrai. Justement, on va continuer à en parler dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
that easy. Reality is... Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de notre invitée Juliette Roman, chargée des relations avec la communauté éducative de toutemonannée.com. Juliette, juste avant de reprendre nos discussions, si vous le voulez bien, on va laisser place à la chronique d'Alexandra de Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, la question qui nous anime aujourd'hui tourne autour des études de médecine. Pourquoi personne n'y comprend plus rien? Eh bien parce que les études de médecine ont été réformées en 2020 et honnêtement la réforme est vraiment bien pensée, mais bien sûr quand on change les règles du jeu, eh bien personne ne comprend plus rien. Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors justement, en quoi consiste cette réforme? Eh bien aujourd'hui pour faire médecine, il y a deux voies possibles, alors qu'avant il n'y en avait qu'une seule. Aujourd'hui on peut on peut tenter une licence PASS. La licence PASS, c'est une licence de médecine, mais on doit aujourd'hui choisir une mineure disciplinaire. Et il y en a énormément, ça peut être des matières scientifiques comme les SVT, les maths, la physique, mais aussi des mineures complètement différentes, assez éloignées de la médecine, comme le droit, les lettres, les sciences économiques, le sport par exemple. D'accord. Voilà, donc l'idée c'est que si on rentre en licence PASS, on va préparer bien sûr le mieux possible son année. Et si on est bien classé, on va pouvoir rejoindre une filière de médecine. Il y en a 4. La médecine, la filière dentaire, la filière sage-femme et pharmacie, kiné. Si jamais on n'est pas bien classé, en tout cas pas assez bien classé, eh bien on va pouvoir passer en deuxième année de sa mineure. C'est intéressant puisqu'on ne perd plus un an. Est-ce que ça voudrait dire malgré tout qu'il ne sera jamais médecin du coup? Alors non, on peut tenter sa chance à la fin de la licence 2 ou à la fin de la licence 3 de sa mineure disciplinaire, mais une seule fois, c'est-à-dire qu'on a 2 chances. La licence LAS aussi, licence Accès Santé, c'est l'inverse. Exactement, c'est la deuxième possibilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire une licence LAS. Là, c'est l'inverse de la PASS, c'est-à-dire que la majeure est disciplinaire. On retrouve les mêmes disciplines que tout à l'heure, le droit, les sciences, etc. Et la mineure, ce sont les matières de santé. Et là, c'est le même principe. Si à la fin de la première année, on est bien classé, on peut rejoindre une des 4 filières de médecine. Si on n'est pas assez bien classé, mais qu'on a quand même validé sa mineure, eh bien, on peut poursuivre en deuxième année de sa mineure disciplinaire. Alors, j'imagine que tout ça n'est pas forcément facile pour les lycéens qui nous écoutent. Comment on choisit entre PASS et LAS? Il y a des mineurs aussi à privilégier? Alors, effectivement, ce n'est pas évident pour les familles de bien comprendre ça. Et le bon sens semble plutôt de privilégier les licences PASS. C'est ce que les lycéens tentent de faire, mais il ne faut absolument pas oublier qu'il y a des quotas. Donc aujourd'hui, alors pas au départ, mais de plus en plus, et pour 2024, ça va être encore plus vrai, il y a des quotas de PASS et de LAS. Ça veut dire que si on fait une PASS ou si on fait une LAS, et que l'université prévoit 50-50 en matière de place, eh bien, on a autant de chances en PASS qu'en LAS. Donc ça, c'est vraiment très important. Une autre chose, c'est de faire un choix stratégique en termes de mineur si on prend une PASS et en termes de majeur si on prend une LAS. Évidemment, premièrement, il faut se dire, eh bien, je prends une mineure qui a du sens pour moi. Puisque
si on rate sa première année, c'est-à-dire que si on n'intègre pas médecine, on va poursuivre en deuxième année. Donc autant que la deuxième année soit intéressante. Et puis aussi faire un choix intéressant en matière de niveau. C'est-à-dire que si on est bon dans une matière, eh bien autant choisir cette matière en mineur ou en majeur, parce qu'on sera meilleur, on aura plus de chances de réussir. Donc Alexandra, si je comprends bien, il y a des choix stratégiques à faire en matière d'université aussi. Oui, il faut bien regarder si l'université déjà propose l'option qui vous intéresse, la filière de médecine qui vous intéresse. Si vous voulez être dentiste, regardez bien que l'université dans laquelle vous postulez propose des places en dentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des universités qui vont privilégier le par cœur et d'autres plutôt la réflexion. Donc ça aussi, interrogez-vous, est-ce que vous êtes capable d'apprendre beaucoup de choses par cœur ou est-ce que vous êtes plutôt fin dans l'analyse? Et ça, c'est un choix qui peut être très intéressant. Et quelle spécialité faut-il choisir au lycée pour intégrer l'une de ces universités et réussir aussi, surtout, son année de médecine? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Bien sûr, en première, c'est très simple, le combo scientifique. L'ancienne première S, c'est-à-dire les maths, la physique et les SVT. Et puis en terminale, là aussi, il y a des choix à faire. Soit vous choisissez de garder les SVT, la physique, et vous prenez le maths en option, c'est-à-dire en maths complémentaires. Si vous êtes bon en SVT, et ça va dépendre de votre niveau. Et sinon, vous pouvez aussi choisir de garder la physique et les maths. Et ça, c'est très important parce qu'il y aura beaucoup de physique en médecine. Et pour faire de la physique à haut niveau, il faut avoir fait des maths. Donc, le petit conseil que je vous donne, c'est que si vous êtes vraiment bon dans les trois matières, gardez maths et physique. Vous aurez plus de chances de réussir. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire ou un conseil en outre à donner à ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie, Alexandra? Alors, évidemment, c'est un très beau métier. Médecin, soigner des gens, c'est un sacerdoce et on aura toujours besoin de médecins. Donc, en termes de débouchés, il n'y a aucun problème. Mais je rencontre beaucoup de lycéens qui sont très découragés par les études, qui sont longues, qui sont difficiles en France. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est croyez en vous, tentez votre chance. Vous avez des capacités, probablement. Donc, c'est important. Si c'est votre passion, alors il faut y aller. Et je me rappelle d'un de nos amis qui est médecin et qui est aujourd'hui responsable du SAMU en Île-de-France et qui était un cancre à l'école et qui raconte ça. Il a eu un déclic très tard, il a une très belle carrière. Donc, croyez en vous, c'est vraiment important. Comme quoi, tout est possible. Il y a aussi la possibilité, Alexandra, de partir étudier la médecine à l'étranger. Oui, beaucoup de lycéens français font ce choix. Ils partent étudier la médecine à l'étranger parce que les diplômes européens sont reconnus dans tous les pays de l'Europe. Donc, si vous partez faire médecine en Espagne, en Portugal, en Roumanie, en Belgique, vous pouvez venir exercer en France derrière, évidemment. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, parce que ce sont des études qui sont souvent moins stressantes, avec moins de pression, ce stress de la première année et de la réussir. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des études très chères, très coûteuses, puisque évidemment, on peut être autour de 20 000 € l'année. Donc, on va prendre ça en considération. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandra. Et puis, nous, on va lancer la deuxième partie du talk tout de suite. Depuis environ 10 ans, ils conçoivent des outils numériques pour rapprocher les enseignants et les parents. Toute mon année est désormais une plateforme adoptée et aimée par plus d'1 million de personnes. Un succès évidemment à la française qu'on continue de développer avec notre invitée Juliette Roman. Je rappelle que vous êtes chargée des relations avec la communauté éducative de toute mon année. Toute mon année d'ailleurs, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne? On le disait, 1 million de personnes qui utilisent aujourd'hui votre plateforme? À peu près plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million. Oui, plus d'1 million de personnes, enseignants, directeurs d'école et parents confondus. Oui. On ne peut pas encore y déposer des notes d'élèves, c'est ça. Pourquoi? C'est une fonctionnalité à venir qui est en préparation? Vous nous gardez ça sous le chapeau ou est-ce que vous craignez au contraire que ça génère un stress quelque part chez les élèves, un stress supplémentaire? Non, en fait, on est toujours dans un questionnement. Bien sûr qu'on veut faire évoluer l'outil, mais on est toujours dans un questionnement de garder... Notre outil est très utilisé et très apprécié pour sa simplicité. Et donc, on est un petit peu comme ça sur un fil d'équilibriste entre conserver cette simplicité si appréciée des enseignants et en même temps agrémenter des briques nouvelles comme les notes sans que ça alourdisse et sans que ça complexifie l'outil. Donc, bien sûr, on y réfléchit. Oui. C'est cette simplicité, justement, qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents?
Oui, je crois que c'est très important. Il me semble que les enseignants ont énormément de choses à faire au cours de la journée, après la journée de classe, avant la journée de classe. Et il est important qu'ils puissent se saisir de l'outil efficacement et rapidement. Voilà, s'ils mettent une demi-heure à comprendre comment ça fonctionne, ou plusieurs jours, eh bien, on utilise l'outil une quinzaine de jours et puis on le laisse de côté. C'est important, effectivement, que les enseignants puissent rapidement se saisir de l'outil et puis également que les familles puissent comprendre très, très facilement comment fonctionne la plateforme, puisque la plateforme fonctionne également parce que les parents s'en saisissent. Il n'y a pas besoin de formation, du coup, pour utiliser toute mon année. Il n'y a pas besoin de formation. C'est un outil clé en main, en fait. Exactement. On s'inscrit. Tout à fait. On crée son compte, on crée sa classe. Si on est directeur d'école, on crée son école et les classes de son école. Et en avant. Voilà. Alexandra, vous nous parliez tout à l'heure des réticences qui tournaient un petit peu autour des enseignants, notamment sur l'utilisation d'outils numériques. Qu'est-ce qui, pour vous, explique justement cette réticence? Est-ce que c'est parce que c'est un outil numérique de fait, ou est-ce que c'est parce qu'on rajoute quelque part un peu de travail aux enseignants, parce qu'on change aussi leurs habitudes et leur mode de travail? Alors, non, je ne pense pas. Les enseignants aiment bien quand même innover, une grande partie d'entre eux. Par contre, oui, ça rajoute du travail. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut savoir que quand on est enseignant, on travaille beaucoup, contrairement à ce que beaucoup pensent. Le mythe. Voilà. Et puis, je pense aussi que certains ont peur de ce que ça peut offrir aux parents comme possibilité de contacter l'enseignant en permanence. Voilà. Il y a des parents qui ne savent pas où est la limite. Et après, certains professeurs se sentent vraiment acculés presque par les parents qui veulent communiquer avec eux tous les jours. C'est impossible. On a 30, 35 enfants dans la classe. Si on est sollicité par les parents tous les jours, on ne s'en sort pas. C'est vrai que c'est une limite qui est très fine. Juliette, est-ce que vous avez justement un moyen peut-être de contrer comment appeler ça ce désavantage que peuvent avoir ces plateformes numériques dans l'éducation? Bien sûr, on y a réfléchi. C'est un sujet important. On voulait que l'enseignant aussi se sente en confiance sur la plateforme. Et donc, du coup, on a développé des options de configuration et l'enseignant peut, de manière complètement autonome, paramétrer n'importe quand dans l'année son journal de classe, son espace classe. Et donc, notamment, je vous donne un exemple très concret, autoriser ou non les familles à, par exemple, faire des commentaires aux publications qui sont faites par l'enseignant. L'enseignant peut aussi autoriser ou non les familles à lui envoyer un message. Voilà. C'est important, effectivement. Le respect de la vie privée des enseignants, j'imagine, Alexandra, que vous avez connu ça aussi. On part maintenant en Suède, Juliette, où le débat s'installe sur l'utilisation du numérique dans l'éducation. Dans un pays où les enfants sont exposés aux écrans dès l'école maternelle, le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe de 60 millions d'euros pour revenir, cette fois-ci, au manuel scolaire en version papier. En comparaison, par rapport à la France, les enfants suédois scolarisés du CM1 à la 4e sont 7 fois plus nombreux à avoir accès à un ordinateur en cours de sciences qu'en France. Comment vous avez réagi à cette annonce de repasser presque complètement au papier ? Alors, effectivement, on n'est pas pour le tout numérique. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir une réflexion là-dessus. D'ailleurs, l'enseignant peut utiliser toute mon année dans sa classe, puisque, comme on l'a dit, il y a une interface élève et l'enseignant peut travailler en production d'écrit dans sa classe avec les élèves. Et ainsi, ils sont lus par les familles, ce qui est extrêmement motivant. Mais effectivement, attention, c'est important de pouvoir y aller, je pense, crescendo, et puis surtout de ne pas sacrifier effectivement le papier. C'est important que les enfants écrivent, c'est important que les enfants aient du papier entre les mains et des stylos entre les mains. Je pense effectivement qu'il ne faut pas faire du 100% numérique, bien sûr, mais c'est important de se saisir de nouveaux outils que peuvent offrir le numérique dans la classe. Est-ce qu'il y a quelques nouveautés pour 2024 qu'on peut avoir en avant-première, peut-être, évidemment, dans l'école du futur, pour toute mon année? Alors, effectivement, pour nous, il y a une grande nouveauté parce qu'on se lance à l'international et donc on a développé des versions anglaises et espagnoles. Donc voilà, pour nous, ça nous demande effectivement
énormément de concentration et de travail là, pour les mois à venir. Mais effectivement, on concocte des nouveautés qui viendront, j'espère, dans les mois prochains. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, tout le succès que vous avez eu en France. Partagez, vous l'aurez compris, les moments forts de la classe avec les familles. Promouvoir aussi l'apprentissage en mettant en valeur les activités et les réussites de l'enfant. Voilà tout ce que permet en toute la plateforme toutemonannée.com. Merci encore à vous d'avoir été avec nous, Juliette Roman, chargée des relations avec la communauté éducative de Toute Mon Année. Merci aussi à Alexandra, notre chroniqueuse du jour, pour cette chronique toujours aussi passionnante. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.